OK. Merci Isabelle. Excellente présentation. J'espère que vous êtes prête. Nous allons maintenant vous expliquer comment ces règles-là s'appliquent dans un contexte de prête-nom. C'est des blagues. Je ne serais pas capable. Au contraire, on va aujourd'hui vous faire une présentation sur le traitement fiscal du prête-nom dans le domaine immobilier. On va diviser notre présentation en six différentes sections. On va commencer en vous expliquant les bases juridiques de qu'est-ce qu'un prête-nom. Ensuite, on va parler un petit peu de comment les prête-noms sont utilisés dans le domaine immobilier. On va vous parler de comment le fisc interagit avec les prête-noms. On va faire une section sur les droits de mutation, sur les divulgations obligatoires et enfin sur les déclarations de revenus. La dernière va traiter de un peu l'incertitude qui existait quant à la notion de simple fiducie. Est-ce que des prête-noms sont des simples fiducies qui sont assujettis ou non aux nouvelles obligations de déclaration des fiducies? Alors, pour la première section, je vais céder la parole à ma collègue Anne. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je commence avec qu'est-ce qu'un prête-nom? En fait, c'est vraiment, ça peut évoquer parfois quelque chose qui pourrait sembler négatif, prohibé par la loi, mais c'est vraiment sa source dans le Code civil du Québec. Donc, quelques articles du Code. Et il y a une terminologie là, qu'on a inscrite à l'écran là, qui peut sembler aussi interchangeable et tout. Donc, quand on réfère à un prête-nom, on peut parler de contre-lettre, simulation, mandat. Un prête-nom, c'est toujours un mandat, en fait, à la base. Mais tous les mandats ne sont pas un prête-nom, en fait. Pour parler d'un prête-nom, là, c'est vraiment une opération juridique que les parties conviennent conjointement de dissimuler la volonté véritable qu'elles ont, exprimée dans un acte caché ou une contre-lettre, derrière un acte apparent qui, lui, va être porté à la connaissance du tiers. Donc, le prête-nom, il y a comme une notion de secret, si on veut, et de dissimulation de ça qu'on n'a pas dans le mandat en tant que tel, où on peut simplement contracter avec la notion du mandat et avec le mandataire du mandat et dire, bien, écoute, je contracte au nom de telle personne, j'ai l'autorité de signer. Ça pourrait même être une procuration. Ce simple mandat-là ne serait pas, à ce moment-là, un contrat de prête-nom. Donc, c'est une convention de mandat par laquelle le mandataire prête son nom au mandat. Il agit en son propre nom, mais pour le compte d'une tierce partie. Et là, en fait, essentiellement, puisqu'on a un contrat de mandat, bien, on a besoin d'un consentement entre les parties, de pouvoir que le mandataire ait l'autorité d'influer sur la situation juridique du mandant. Il y a un contrôle par le mandant des actes du mandataire. Il n'y a pas une forme écrite nécessaire en vertu du Code civil, là, donc ça pourrait être totalement verbal. Mais la situation doit être déterminée par le mandant, c'est-à-dire quels actes peuvent être posés, les objectifs et tout ça. Donc, normalement, je suis une petite personne, je vois mal l'écran. Ici. Donc, évidemment, lorsqu'on parle de prête-nom, on a toujours deux éléments. Là. C'est vraiment un élément matériel, c'est-à-dire on a un acte apparent porté à la connaissance des tiers et on va avoir un acte qui va être secret entre les parties. Et il y a vraiment une condition là, d'intention, c'est-à-dire il y a une volonté de tromper sur l'existence même du contenu d'une convention qui ne serait pas divulguée. Donc, une intention de tromper. Donc, ça repose sur l'existence d'une certaine contradiction à la base. Donc, conventions de prête-nom sont assujetties quand même aux règles générales sur les contrats donc, du Code civil du Québec. Donc, c'est un contrat comme un autre, si on veut. Le contrat pourrait être frappé de nullité si jamais il était considéré contraire à l'ordre public. Par exemple, un prête-nom qui viserait à contourner des dispositions d'une autre loi de caractère public, se mettre à l'abri simplement des créanciers, etc. Donc, dans certains cas, il y a même de la jurisprudence à l'effet que lorsqu'un prête-nom, par exemple, est utilisé
pour se soustraire à certaines obligations alimentaires ou se soustraire tout simplement à des demander, par exemple, je pense à une affaire récente, là, des Roches contre des Roches, 2018 en fait, où c'est un frère qui a transféré ses quelques immeubles à revenus à son frère, son autre frère, dans le fond pour se soustraire des obligations alimentaires et demander de l'aide sociale. Et suite à tout ça, il a demandé la remise des biens immeubles à son nom, chose que son frère a refusée. Et à ce moment-là, le tribunal est venu dire, ben écoute, se basant sur la maxime là, latine, celui qui viole la loi recherche en vain son secours. Il dit, écoute, on ne pourrait pas prêter concours à un fraudeur afin que celui-ci soit en mesure de compléter sa manœuvre avec succès dans un cas comme ça. Donc, nous refusons la restitution des biens au motif que c'est contraire à l'ordre public. Là. C'est à moi? Alors, dans le domaine immobilier, comment se manifeste un prête-nom? Bien, généralement, on a le propriétaire apparent, donc qui va être le nom qui va apparaître au registre foncier comme étant le propriétaire de l'immeuble. Et c'est cette personne-là qui, généralement, va signer l'acte d'acquisition. On appelle ça l'acte on title, donc qui est publié au registre foncier. Et le propriétaire réel, dont l'identité va être cachée du public. Donc, ça, c'est le propriétaire off-title. Un contrat, lorsqu'une acquisition d'immeuble est faite de cette manière-là, on a généralement sur le côté la convention de prête-nom. Et dans l'entente, on va venir reconnaître, c'est-à-dire le prête-nom, le mandataire, je me mêle tout le temps entre le mandat et le mandataire, va venir reconnaître qu'il n'est pas le vrai propriétaire de l'immeuble. On va prévoir les droits et obligations des parties, notamment l'obligation pour le mandataire de suivre les instructions du véritable propriétaire, d'assumer les obligations du vrai propriétaire, d'assumer les dépenses afférentes à la propriété. Généralement, on vient prévoir une clause d'indemnisation si jamais le prête-nom est poursuivi pour quelque raison que ce soit en lien avec la propriété de l'immeuble. Le réel propriétaire va s'engager à le tenir indemne pour ce type de réclamation. Et souvent, on met une clause de confidentialité. Ça, c'est l'essence même de la contre-lettre ou de la simulation lorsqu'on veut s'assurer de garder la confidentialité de l'identité du vrai propriétaire. Alors, un prête-nom en immobilier n'est pas toujours secret. Le co-contractant, donc le vendeur ou d'autres co-contractants du style les locataires qui louent les immeubles, les banques qui prêtent et qui prennent des garanties sur l'immeuble peuvent être au courant de l'existence du mandat. Donc, la nature secrète dépendra généralement de la raison pour laquelle on veut utiliser un mandat. Et comme dans la théorie de base, là, les tiers peuvent se prévaloir du contrat apparent, donc peuvent poursuivre ou faire valoir leurs droits contre le mandataire, c'est-à-dire donc contre le prête-nom, mais pourra également avoir le droit de se prévaloir de la contre-lettre et donc de la réalité juridique si c'est plus avantageux pour lui. Dans le domaine immobilier, pourquoi on utilise des prête-noms? Différents motifs. Ça peut être pour la protection d'actifs, quoique la protection d'actifs ici est un peu limitée dans le sens que le réel propriétaire demeure le réel propriétaire et donc ces actifs seraient effectivement encore dans son patrimoine et donc seraient disponibles pour satisfaire aux créances de ses propres créanciers. Mais le fait d'avoir essayé de cacher un peu
l'identité des propriétaires dans les registres publics peut rendre la tâche un petit peu plus difficile aux créanciers qui cherchent à voir sont où les biens du débiteur. Des fois, c'est juste parce qu'on ne veut pas que les gens sachent qu'on a un investissement dans une propriété particulière. Dans mon expérience, la grande majorité des situations où j'ai été impliqué dans des contrats avec des dossiers avec des conventions de prête-nom, c'est pour simplifier la gestion d'un projet immobilier. Souvent, les gros projets immobiliers sont faits en partenariat entre plusieurs personnes et donc avoir un prête-nom pour être un peu le front de tout ça simplifie la gestion, notamment la signature des baux, les contrats de gestion, etc. Historiquement, il y avait un autre motif. C'était pour les fins de droit de mutation. On y reviendra un petit peu plus tard pour celle-là. Donc, dans le domaine immobilier, en fait, dans n'importe quel domaine, des situations potentiellement problématiques qui seraient liées au prête-nom, bien, si le prête-nom est un individu, le décès, qu'est-ce qui arrive, que ce soit le mandant ou le mandataire, qu'est-ce qui arrive au décès, qu'est-ce qui arrive au bien, est-ce que les héritiers ont des droits ou pas. Il faut vraiment s'en tenir à la réalité juridique et les rapports de tout le monde vont devoir être établis en fonction de la réelle propriété. On essaie de quand même prévoir dans le contrat qu'est-ce qui arrive dans ces situations-là. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un ne veut plus être prête-nom? L'une ou l'autre des parties veut se retirer du contrat. Le prête-nom pourrait se faire poursuivre personnellement et le bien va figurer dans ses biens publiquement. Donc, ça pourrait être une situation problématique où les créanciers du prête-nom essaieraient d'attaquer le bien en question. Qu'est-ce qui arrive? Si c'est une situation où on veut garder la confidentialité du mandat, donc qu'est-ce qui arrive? On a toujours la possibilité que quelqu'un, exemple, un ex-conjoint, un ex-employé, un ex-ami, qui divulguerait l'existence de la convention. Qu'est-ce qui arrive en cas de maladie grave? Qu'est-ce qui arrive en cas de faillite? Donc, toutes les situations où on essaye de prévoir qu'est-ce qui va arriver au bien dans ces situations-là, dans le contrat. Merci. Donc, qu'advient-il de la relation entre les prête-noms et le fisc? Donc, du côté fédéral, en fait, les positions administratives de l'ARC sont à l'effet que le prête-nom devrait être divulgué en temps utile, donc dès qu'il y a des conséquences fiscales qui y sont liées. Par exemple, s'il y a des revenus locatifs à être déclarés tirés d'un immeuble, la situation doit être déclarée dès le début, parce que dès le départ, il y a peut-être des revenus, des pertes à être déclarés. Du côté du Québec, là, on va y revenir, il y a une obligation plus formelle de divulgation. Il y a des bouts de dire là, l'effet que le fédéral emboîterait le pas sur le Québec éventuellement avec un formulaire prescrit et tout ça. Mais pour l'instant, ça demeure vraiment dans des positions administratives à cet effet-là. Et techniquement, s'il n'y a pas de conséquences fiscales dans l'immédiat, il y aurait la possibilité de juste pas divulguer le contrat de prête-nom et retarder ce moment-là de divulgation au moment où il y aurait des conséquences fiscales. Donc, en pratique, c'est le propriétaire réel de l'immeuble qui doit déclarer les revenus et les pertes qui sont générés par le bien détenu par le prête-nom. Donc, évidemment, pour un immeuble locatif, on va parler de revenus locatifs, pertes locatives, biens en capital qui pourraient être tirés, pertes. Projet de développement immobilier, revenus d'entreprise qui proviendraient de la vente d'immeubles. Donc, ce n'est pas le prête-nom qui doit faire la déclaration des conséquences fiscales là, qui sont tirées. C'est vraiment le propriétaire réel. Du côté du fisc, le fisc a deux chapeaux. Si on veut, il peut agir dans un rôle de cotiseur et il peut agir dans un rôle de percepteur. Donc, cotiseur pour émettre
des cotisations envers un contribuable, le fisc se doit de respecter la relation juridique réelle et non pas l'acte qui est simulé nécessairement, mais ce qui est l'apparent, excusez-moi. Donc, l'impôt doit être établi en fonction des relations juridiques véritables. Dans tout ça, en fait, c'est basé sur l'article 1452. Là. Donc, dans cette évaluation-là des rapports juridiques réels, il y a aussi une exception par rapport qui était reconnue, consacrée par la jurisprudence, là, l'affaire Kaplan en 2006 et Dussault-Zaidi en 1996 plus tôt. Lorsqu'un contribuable essaie de jouer sur deux tableaux, en fait, quand on invoquerait tantôt le contrat apparent, tantôt le contrat réel, donc pour se prévaloir de différents bénéfices fiscaux, à ce moment-là, le fisc aurait le droit de se fonder sur un ou l'autre, là, dépendamment de ce qui pourrait être plus avantageux. Mais c'est vraiment la seule exception, là. Même lorsqu'on parle de trompe-l'œil, des fondantants, lorsqu'il y a un trompe-l'œil, le trompe-l'œil est en quelque sorte la simulation là, reconnue par le Code civil. Donc, c'est tout à fait légal comme opération, dans la mesure où on ne joue pas sur les deux tableaux et on essaie de réclamer en fonction d'un ou l'autre des actes. Il n'y avait pas beaucoup de décisions là, récentes concernant la notion de prête-nom. Il y en a une, l'affaire Béliard contre Agence du Québec, Agence de revenus du Québec. Donc, en 2024, assez récent, où c'était un couple à la base qui avait une résidence principale qui a été... il y avait des problèmes financiers, tout ça, incapacité de payer leur hypothèque à échéance. Créancier hypothécaire exerce son recours en paiement. Monsieur fait appel à son ami, Monsieur Béliard, qui est un non-résident, pour le financement, le sortir de l'impasse, donc transfère l'immeuble en titre à M. Béliard. Suite à ça, plusieurs opérations successives par M. Béliard pour obtenir du financement pour le dit immeuble, donc retransfert au nom d'une société détenue par M. Béliard, au titre toujours. Donc, les autorités fiscales sont venues cotiser M. Béliard en disant, écoute, tu n'as pas déclaré ton gain, c'était un bien canadien imposable, tu n'as pas rempli tes obligations. Et à cette époque, il n'y avait pas, c'était les années 2011-12 de mémoire, là, il n'y avait pas d'obligation, de divulgation obligatoire du prête-nom. Donc, la Cour a simplement venu dire, écoute, personne n'a joué sur deux tableaux là-dedans. Il y a pas, le bien n'a jamais changé de patrimoine en tant que tel. Les parties avaient un témoignage très crédible à la fait que c'était des prête-noms successifs. Donc, à ce moment-là, il y avait une obligation de cotiser en vertu des rapports juridiques véritables. Donc, pour récapituler sur le cotiseur, le fisc n'est pas considéré un tiers au sens de l'article 1452 du Code civil du Québec, donc doit cotiser les rapports juridiques véritables provenant des ententes conclues entre les contribuables. Par contre, dans le rôle de percepteur, le fisc va être considéré un tiers de bonne foi parce que là, il agit comme un créancier, tout simplement un tiers de bonne foi. Donc, il peut se prévaloir de l'acte apparent et ou du mandat. Donc, évidemment, si les conséquences fiscales ont toujours été établies sur la base de la situation réelle, à ce moment-là, le fisc ne pourra pas être considéré un tiers de bonne foi pour se fonder sur l'acte apparent. Il y a beaucoup de questionnements et de technicalités par rapport à la TPS-TVQ lorsqu'un prête-nom est utilisé. Donc, premièrement, dans un contrat régulier là, de prête-nom, de mandat, si on veut, il y a un choix qui peut être fait pour la remise, la perception, la remise de la TPS-TVQ. Donc, le paragraphe 177 1.1, lorsque le prête-nom est un inscrit, on peut faire un choix pour qu'il puisse percevoir, déclarer et remettre les taxes. Donc, pour ce faire, il y a un formulaire prescrit à remplir qui n'a pas à être transmis, donc le FP 2506. Et sans choix, sinon, le propriétaire réel a la responsabilité de déclarer et remettre les taxes. Donc, par contre, déclaration, remise de taxes peut être faite de cette façon-là, mais pour ce qui est des crédits, les CTI-RTI, le choix ne s'applique pas pour leur réclamation. Donc, ça crée un peu un mismatch entre une petite problématique de cash flow si on utilise le choix pour
du prête-nom pour la déclaration est remise, et de l'autre côté, le réel propriétaire doit lui-même réclamer les CTRTI. Donc, c'est simplement, dans le fond, un petit problème de time frame, là, de flux monétaire. En immobilier, précisément, de façon générale, la TPS doit être payée par l'acquéreur, perçue par le vendeur et remise. Il y a une règle particulière en immobilier. Là. Dans le fond, quand l'acquéreur d'un immeuble est un inscrit, souvent, il peut être exempté de payer la TPS-TVQ au moment de l'acquisition. C'est la fameuse autocotisation, là, au terme du paragraphe 221.2 de la loi sur la taxe d'assises. Donc, dans ce cas-là, dans l'acte de vente, on va inscrire les numéros de taxe de l'acquéreur et c'est l'acquéreur là, qui va s'auto-cotiser la taxe payable et réclamer un crédit du même montant. Là, comme ça, il n'y aura pas de sortie d'argent. Donc, c'est quand même assez pratique et très, très, très courant. En présence d'un prête-nom, en lien avec ces règles d'autocotisation. Il y a des situations, 3 situations possibles. En fait, ça va dépendre beaucoup du statut d'inscription du prête-nom et de la connaissance du vendeur, de la relation de prête-nom qui existe. Parce que souvent, justement, c'est un prête-nom titre pour faciliter, comme Cassia disait, la gestion des relations et tout ça. Le prête-nom va se porter directement à l'acquéreur de l'immeuble. Et à ce moment-là, dans l'acte de vente pratico-pratique, si le prête-nom est un inscrit et que le vendeur n'est pas au courant et ne peut pas être mis au courant de la situation de prête-nom, à ce moment-là, le prête-nom, on va prendre les numéros de taxe du prête-nom dans l'acte de vente et le vendeur va être à cet égard-là un tiers de bonne foi. Donc, il pourrait se prévaloir, littéralement aller contre le prête-nom si jamais il y avait quoi que ce soit ou aller contre le réel propriétaire. Puis le côté du réel propriétaire, c'est lui qui doit être un inscrit également pour réclamer les crédits afférents à l'acquisition de l'immeuble. Donc, ça évite la discussion avec le vendeur et la clause habituelle d'autocotisation va être dans l'acte notarié. Donc, situation 2, si le prête-nom n'est pas un inscrit, mais que l'acquéreur est prêt à divulguer au vendeur la situation du prête-nom ou que le vendeur est déjà au courant de la situation du prête-nom, ce qui est souvent le cas parce que le but, c'est pas de cacher au vendeur la chose nécessairement. À ce moment-là, le réel propriétaire va être un inscrit. On n'inscrira pas de numéro de taxe dans l'acte de vente nécessairement. On ne les mentionnera pas. Ce que je fais pratico-pratique avec notre clientèle, je vais faire une convention d'indemnisation en matière de TPS-TVQ à part de l'acte notarié, qui va prévoir, j'ai mis exactement un copier-coller d'une clause que je mets à ce moment-là. Le vendeur est parti à cet acte-là, donc nécessairement il est au courant. Et que s'il y a quoi que ce soit, une cotisation, la validité de la relation est contestée par le fisc, eh bien, le réel propriétaire et le prête-nom devront indemniser le vendeur à ce moment-là. Et la dernière situation, c'est si le prête-nom n'est pas un inscrit et l'acquéreur réel ne souhaite pas divulguer son identité au vendeur, bien à ce moment-là, il ne sera pas possible de se prévaloir des règles d'autocotisation là, dans l'acte de vente. Donc, l'acheteur devra payer la taxe et s'assurer de réclamer ses crédits en temps et lieu. Dans un cas d'indivision, on a beaucoup de projets immobiliers là, détenus en indivision maintenant, tout simplement pour l'appariement des revenus, pertes et tout ça de chacun des copropriétaires. L'indivision peut être considérée une coentreprise aux fins du choix de l'article 273 LTA. Donc, à ce moment-là, c'est possible, à l'opposé là, du choix qu'on peut faire pour le prête-nom, de faire un choix pour la gestion au complet de la TPS-TVQ par ce qu'on appelle l'entrepreneur désigné. Ça doit être un membre de la coentreprise, donc un des copropriétaires. Le prête-nom ne peut pas agir à ce titre-là. Mais la perception, la réclamation des crédits peut être faite par un seul des copropriétaires. Si, dans la mesure où le choix de 273 est fait, il y a une liste d'activités prescrites également. Donc, la gestion immobilière peut être visée par ça, l'exploitation, la construction, tout ça, mais pas l'acquisition d'immeubles. Par ailleurs, donc souvent,
la problématique est au niveau de l'acquisition. Le choix ne pouvait pas être effectué pour ça. Il y a des nouvelles règles, c'est des propositions législatives là, au 21 novembre 2023 qui sont venues élargir un peu les activités pour lesquelles on pouvait faire un tel choix. Donc, l'acquisition d'un immeuble pourrait se qualifier en vertu de ces règles-là, dans la mesure où, là, il y a les 3 critères que j'ai indiqués à l'écran. Les activités de la coentreprise doivent être en totalité ou presque d'activités commerciales. Et la personne chargée doit être un inscrit, de remettre les taxes, tout ça. Bon, doit être un déclarant mensuel, non failli, un participant à la coentreprise. Et dans ce cas-là, il y a un choix qui doit être produit de manière formelle auprès des autorités fiscales. Donc, ça va être un formulaire à produire versus le choix de 273 où le formulaire est rempli et conservé là, pour un certain nombre d'années simplement, ne pas être produit automatiquement. Bien, c'est quand même une bonne nouvelle. Là, c'est en période de commentaires présentement, les propositions législatives. Là, donc, à voir si ça va être formellement adopté. Donc, ça, je l'avais déjà dit. Oui, j'ai passé là-dessus. Parfait. Bon, Katia, les droits de mutation. Alors, les droits de mutation. Alors, les droits de mutation sont prévus à la loi concernant les droits de mutation immobilière. Le principe de base, c'est qu'un droit de mutation s'applique lors d'un transfert d'immeuble qui est situé sur le territoire d'une municipalité et c'est la municipalité qui est chargée de percevoir ce droit-là. Il y a l'article 9 de la loi qui exige que lorsqu'on publie un acte de transfert au registre foncier, certaines informations liées aux droits de mutation soient inscrites à l'acte. On va notamment indiquer la base d'imposition, le montant des droits, l'exonération applicable s'il y en a une. Les droits de mutation sont appliqués à des taux progressifs sur la valeur d'imposition. Il y a un maximum, c'est-à-dire il y a un pouvoir qui est accordé aux municipalités d'excéder le maximum, jusqu'à un maximum, le taux maximum de 1,5 jusqu'à une concurrence d'un maximum de 3 sauf Montréal. Montréal est allé jusqu'à 4 et là, je vous ai mis un exemple. Les taux qui excèdent le 1,5 à Montréal sont eux-mêmes progressifs jusqu'à 4 L'élément clé concernant les droits de mutation et les prêtons, c'est le moment d'exigibilité. Historiquement, avant le budget de 2016, c'est à ce moment-là que des changements ont été annoncés. L'article 6 de la loi prévoyait que le droit de mutation était dû à compter de l'inscription de l'acte de transfert au registre foncier et non pas à partir au moment du transfert lui-même. Puis en jurisprudence, il a été reconnu que la créance naît vraiment au moment où le transfert était publié. La conséquence de ça, c'était que si le transfert n'était jamais publié au registre foncier, le droit de mutation ne devenait jamais exigible. Et il n'y avait rien dans la loi qui obligeait les parties à publier un acte au registre foncier. Le changement majeur qui est survenu en 2016, c'est que maintenant, la loi prévoit que le droit de mutation est applicable à compter du transfert et que tout transfert qui n'est pas publié au registre foncier doit être divulgué à la municipalité par le cessionnaire. Il y a un délai de 90 jours suivant la date du transfert pour faire cette divulgation. Vous comprendrez que ça a eu un impact important sur les situations de prête-nom. Donc, avant 2016, quand on faisait l'acquisition d'un immeuble, pardon, il y avait le propriétaire utilisait une société par action comme prête-nom pour faire l'acquisition de l'immeuble. Et là, lorsqu'il le revendait, il y avait 3 actes qui survenaient. On avait l'acte de vente d'immeuble entre le vrai propriétaire et l'acquéreur. Ça, c'était un acte qui n'était pas publié au registre foncier. On appelait ça l'acte off-title. Il y avait une convention de vente d'actions entre le propriétaire-vendeur, qui était le propriétaire réel de l'immeuble, et qui était également l'actionnaire du prête-nom. Donc, le propriétaire réel vendait ses actions du prête-nom
à l'acquéreur. Puis il pouvait y avoir à ce moment-là une nouvelle convention de prête-nom entre l'acquéreur et le prête-nom pour prévoir que dorénavant, le prête-nom agissait au nom du propriétaire, le nouveau propriétaire réel, donc qui était l'acquéreur. Dans cette situation-là, on ne publiait rien au registre foncier. Le transfert d'actions donnait la confort nécessaire à l'acquéreur, qu'il devenait en contrôle du bien parce qu'il avait le contrat caché, si on veut, le off-title, qui prévoyait qui était le propriétaire, et en plus, il devenait l'actionnaire du prête-nom. Donc ça, c'est le type de situation qui existait avant. Évidemment, maintenant que l'obligation prévue à la loi sur les droits de mutation impose en fait l'obligation de divulguer les transferts non publiés au registre foncier. Il y aura maintenant application d'un droit de mutation à compter du moment du transfert. Évidemment, il faut que ce soit pénalisant si jamais on ne respecte pas ces nouvelles formalités-là. Et donc, c'est la loi sur les impôts qui prévoit que si un avis de divulgation n'est pas produit dans les délais impartis, donc dans les 90 jours, il y aura un droit supplétif qui est égal à 150 du droit de mutation applicable. Donc, il y a une pénalité, si on veut intégrer dans le système qui fait en sorte qu'on va payer 50 de plus. Le droit supplétif s'applique même s'il devait y avoir une exemption de droit de mutation. Donc, si le vrai transfert aurait pu... si le vrai transfert pouvait bénéficier d'une exemption, notamment si on transfère à une société dont le cédant contrôle, détient 90 ou plus des actions, si c'était un transfert entre personnes morales étroitement liées, à ce moment-là, il n'y aurait normalement pas eu de droit de mutation, mais le fait de ne pas avoir divulgué le transfert à la municipalité va néanmoins faire en sorte que le droit supplétif s'applique. Par contre, Revenu Québec a quand même laissé une petite ouverture aux contribuables que dans ces situations-là, ils pourraient faire une divulgation volontaire de manière à réduire le droit supplétif à un montant qui serait seulement 25 du droit de mutation. Donc, ça reste quand même une pénalité, mais moins importante que sans divulgation volontaire. Enfin, on prévoit également que si le cessionnaire paye volontairement le droit de mutation directement à la Ville, il y a quand même un droit supplétif qui doit être payé égal à un tiers du droit supplétif. Donc, un tiers de 150 ça devient à 50 donc au total, l'acquéreur va devoir payer 150 quand même, parce qu'il va avoir payé 100 à la Ville et 50 en droit supplétif à l'impôt. Maintenant, attention aux formalités lorsque le droit de mutation, lorsqu'on change de prête-nom ou lorsqu'on on met fin à la relation de prête-nom. Parce que là, si on n'a plus de prête-nom, on va vouloir publier au registre foncier le vrai propriétaire. Et donc, au registre foncier, c'est comme si c'était un transfert. Donc, on va publier donc un acte de cession entre le prête-nom et le réel propriétaire, ou, ça c'était dans la situation où on met fin au prête-nom, ou dans une situation où on change de prête-nom entre l'ancien prête-nom et le nouveau prête-nom. On doit quand même inscrire dans l'acte, pour qu'il soit publiable au registre foncier, les mentions relatives au droit de mutation. Dans ce cas-là, c'est un peu embêtant parce que ce n'est pas un vrai transfert. Souvent, si on est dans une situation où on ne veut pas divulguer l'existence du prête-nom, on peut pas, il n'y a pas vraiment d'exemption qui peut être mentionnée dans les mentions relatives au droit de mutation, mais ça reste que ce n'est pas un transfert parce que
la propriété du bien n'a pas changé de main, elle est restée entre les mains du réel propriétaire. Fait qu'à ce moment-là, il faut être un peu créatif et trouver des façons d'essayer de réclamer une exemption quelconque. Et c'est au moment où la Ville va venir vérifier les exemptions et demander les justifications pour les exemptions qu'on va pouvoir à ce moment-là entrer en communication avec la Ville pour dire, ben c'est pas un vrai transfert, c'est peut-être pas l'exemption réclamée qui est la bonne, mais il n'y a pas de droit de mutation applicable et donc, s'il vous plaît, ne cotisez pas. On en a vu quand même beaucoup des examens par les villes, là, comme ça, où il a fallu justifier ces transactions-là, justement. Exactement. Et toi, Donc, j'ai parlé tantôt de la position administrative de divulgation du fédéral. Là. Alors, pour ce qui est du provincial au Québec, dans le budget provincial 2019, il a été annoncé l'obligation obligatoire des prête-noms versus l'ancienne politique administrative là, qui prévalait. Donc, ce qu'on mentionnait dans le budget, c'était qu'on visait plus de transparence, l'anti-évitement, intégrité, moins de blanchiment d'argent, tout ça, équité fiscale. Donc, tout ça vise les contrats de prête-nom conclus le ou après le 17 mai 2019 ou un contrat de prête-nom qui serait conclu avant cette date si les conséquences fiscales perdurent encore après cette date. Donc, la divulgation obligatoire est produite au plus tard le 90e jour qui suit la date de conclusion du contrat. Il y avait des règles transitoires là, qui sont terminées maintenant. Là. C'était jusqu'au 23 décembre 2020 là, pour les contrats conclus avant le 17 mai 2019. La divulgation doit être faite par une des parties et vaut pour toutes les parties qui sont parties du prête-nom. Donc, dans cette divulgation-là, qui est par le formulaire prescrit, là, on demande la description complète et détaillée de tous les faits, toutes les conséquences fiscales relatives au contrat de prête-nom. Donc, c'est un peu, c'est quoi les conséquences fiscales? Ça, c'est un exemple de ce que moi j'écris dans le formulaire. Par exemple, lorsqu'un mandant se porte acquéreur d'un immeuble par un mandataire, et là, j'écris que, bon, il y a des attributs fiscaux qui sont créés à ce moment-là, tels qu'un PBR, tout ça, que les revenus devront être inclus dans la déclaration de revenus du mandant. Bon, ça, c'est vraiment ce que j'ai inscrit là-dedans. Donc, les attributs fiscaux sont une conséquence fiscale à déclarer là-dedans. Il y a aussi une section, là, quand il est mis fin à un contrat de prête-nom, on se fait souvent demander est-ce qu'on doit le divulguer. Moi, je le divulgue tout simplement parce qu'il y a une section dans le formulaire, une place où on peut cocher « fin du prête-nom » à partir de telle date. Donc, on produit le formulaire à la fin également. Quand il n'y a pas de conséquences fiscales relatives au prête-nom, on n'a pas besoin de le divulguer. Donc, en matière immobilière, c'est plutôt rare, là, parce que même une résidence principale, il y a une exemption potentielle, donc on va aller la divulguer. On parlait de ça avec Katia hier, puis on disait, bien, écoute, on n'a pas vraiment d'exemple d'où il n'y aurait aucune conséquence en matière d'impôt sur le revenu, si ce n'est pas simplement de la création d'attributs fiscaux là, pour le mandant. Donc, ce serait peut-être dans un cas non immobilier comme un bien usage personnel, par exemple. Il y a une exception à l'obligation de divulguer lorsque c'est un contrat pour l'acquisition d'une résidence qui serait utilisée à l'usage personnel du particulier à la demande d'une institution financière qui demanderait d'avoir un contrat de prête-nom. Donc, c'est un peu la position des autorités fiscales. Le Revenu Québec est venu dire, bien, écoute, ça, c'est pour viser les cas où un parent, par exemple, doit être au titre d'un immeuble à cause d'une demande d'une institution financière. Ça serait pour viser les genres de distorsions comme ça. Là, ouais. Donc, ça doit être fait au moyen du formulaire prescrit et il y a des pénalités qui sont solidaires entre les parties là, si jamais ça n'était pas fait et suspension du délai de prescription relativement à toute conséquence fiscale résultant de ce contrat de prête-nom si jamais il n'était pas divulgué.
Bon, 5 minutes pour vous parler de la question qui tue ou qui a peut-être tué certains comptables l'année passée, avant le 28 mars. Alors, dans la foulée des nouvelles obligations de production de déclaration de revenus d'information pour les fiducies, il y avait donc des changements qui ont créé beaucoup d'incertitudes. On se rappelle qu'avant, les fiducies, on parle de fiducies parce que la problématique était au niveau de ce qu'on appelle les fiducies simples ou les bare trusts. Avant, les fiducies n'avaient pas l'obligation de déclarer, sauf certaines situations. Et depuis 2023, c'est le nouvel article 150.1.2 qui prévoit l'obligation de faire de produire, sauf dans les cas d'exception. Donc maintenant, la règle, c'est qu'il faut déclarer. Le nouveau paragraphe 150.1.3 qui a été adopté quelque part en 2022, je crois, pour être applicable pour les années d'imposition qui se terminaient après le 30 décembre 2023, prévoyait que pour l'application du présent article, donc l'article 150, une fiducie comprend l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires, pour ce qui est des opérations portant sur des biens. Dans les notes explicatives, le ministère disait, on parle alors généralement d'une simple fiducie. Donc, c'est vraiment ce qui était visé par le ministère des Finances. Il disait, cette modification, en plus de la modification corrélative au paragraphe 104.1, signifie que les simples fiducies seront assujetties aux exigences en matière de déclaration de cet article. 104.1 prévoit qu'une fiducie qui agit comme mandataire de ses bénéficiaires est généralement considérée ne pas être une fiducie pour toutes les fins de la loi, sauf certaines dispositions particulières. Et en 2022, ils sont venus dire, pour les fins de 150, la fiducie qui agit comme mandataire pour ses bénéficiaires va être considérée une fiducie pour les fins de l'article 150. À ce moment-là, en vertu des règles qui existaient, le Revenu Canada, l'agence a émis des interprétations techniques qui confirmaient qu'il fallait d'abord déterminer si un arrangement était une fiducie ou pouvait donner lieu à la création d'une fiducie basée sur le droit privé applicable. Pour moi, c'était clair que ça voulait dire qu'au Québec, un prête-nom n'était pas une fiducie et ne crée pas une fiducie, donc on n'était pas couvert par ça. Évidemment, le 28 mars 2024, ils ont suspendu l'application des obligations relativement aux simples fiducies en raison de la grande incertitude qui était créée par cette nouvelle disposition. Et on a eu des nouvelles propositions législatives au mois d'août qui sont venues abroger l'article 150.1.3 dans sa version actuelle, plus actuelle, antérieure, en tout cas intérimaire, pour l'année 2024. Donc, c'est clair que pour l'année 2024, il n'y aura pas d'obligation de produire une déclaration de revenus pour les simples fiducies. Les nouveaux paragraphes 150.1.3 et 1.31 qui prévoient les exceptions, eux vont commencer à s'appliquer pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2025, donc année d'imposition 2025. On a également apporté une modification au paragraphe 104. Donc, auparavant, dans les règles jusqu'au mois d'août, prévoyait que les simples fiducies étaient considérées être des fiducies pour les fins de l'article 550. On est venu enlever cette présomption-là pour les fins de l'article 150. Et dans les notes explicatives, le ministère dit que dorénavant, les simples fiducies auront... Terminé! Non. Alors, je vais prendre quand même quelques minutes pour conclure là-dessus. Donc, on a enlevé la présomption à l'article, au paragraphe 104.1 qui réputait
les fiducies simples a été fiducie pour les fins de l'article 150. Et là, le nouveau paragraphe 1.3 parle maintenant, est maintenant libellé comme suit. Donc, pour l'application de l'article 150 et du règlement, une fiducie expresse est réputée comprendre un arrangement dans le cadre duquel, à la fois, donc une ou plusieurs personnes, appelées propriétaires légales, ont la propriété de common law du bien, qui est détenu pour l'usage ou l'avantage d'une ou plusieurs personnes. La propriété de common law, c'est la seule fois que ça existe dans la loi. C'est-à-dire c'est la seule fois qu'il utilise cette terminologie dans la loi. Et donc, il faut se poser, est-ce que dans un cas de prête-nom, on peut dire que la propriété de common law est détenue par quelqu'un pour l'usage et l'avantage d'une ou plusieurs personnes? Dans les notes explicatives, le ministre reconfirme que ça vise les fiducies simples, et que ça repose sur le concept de la division de la propriété de common law et de la propriété effective, qui est une distinction qui existe en common law. Donc, en common law, il y a la propriété juridique, le legal ownership, et la propriété effective, le beneficial ownership. Et la fiducie existe par la séparation de ces deux types de propriétés-là. Une est située entre les mains d'une personne et l'autre est située dans les mains d'autres personnes. Et donc, une composante essentielle de la création d'une fiducie est le transfert de la propriété, le legal ownership, à quelqu'un et le beneficial ownership à quelqu'un d'autre. Évidemment, je ne suis pas spécialiste en common law, mais c'est ce que j'en ai retenu de mes lectures. En droit civil québécois, le concept de propriété de common law, legal ownership, qui est la terminologie utilisée dans la version anglaise, et de propriété effective n'existe juste pas. Donc, en droit québécois, une fiducie, elle résulte d'un acte par lequel une personne transfère de son patrimoine à un patrimoine qu'il constitue des biens qui sont affectés à une fin particulière. Okay? Encore une fois, 1261 du Code civil, le patrimoine fiduciaire formé des biens transférés en fiducie. Donc, le concept de simple fiducie n'existe pas en droit québécois. Et le prête-nom, est-ce qu'on peut dire que c'est une fiducie? Le prête-nom, on le dit depuis tantôt, ce n'est pas un transfert de propriété. Le prête-nom, c'est un mandat. Le propriétaire reste le propriétaire et le prête-nom est vraiment juste pour faire une apparence de propriété. Donc, il n'y a aucun droit de propriété qui se situe entre les mains du prête-nom. Et toutes les dispositions de présomption en lien avec les fiducies 248.3 sont vraiment pas applicables à la situation de prête-nom. Alors, je suis d'avis que les prête-noms ne doivent pas être assujettis aux déclarations de revenus pour fiducie. Qui est une belle nouvelle. Merci.